Le 10 août 2019, les gardiens de la prison de New York découvrent le corps sans vie d'un homme. Il avait trouvé avec un drap de sa cellule autour du cou, pendu à un des pieds du lit. C'est le prisonnier star. Il y a un prisonnier qui compte, c'est lui. Parce que c'est une personnalité d'abord très très connue, parce qu'il est milliardaire, parce qu'il connaît tout un tas de monde et parce qu'il est au centre d'une affaire absolument explosive. Et cet homme, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jeffrey Epstein. Alors ça faisait un mois qu'il était dans cette cellule et il était extrêmement surveillé puisque soupçonné d'avoir été à la tête d'un immense réseau de traite et de trafic de mineurs à but sexuel, alors qu'il était financier extrêmement reconnu avec un réseau de connaissances dans tout le Gotha international. Il connaît notamment Bill Gates, Bill Clinton, Donald Trump, donc effectivement c'est un homme d'une influence extrême. Après la mort de Jeffrey Epstein, dans ces circonstances très particulières, l'affaire prend une dimension mondialisée et les juges promettent de traquer tous les complices de Jeffrey Epstein. La mort de Jeffrey Epstein l'a mis à l'abri, mais elle n'a pas mis à l'abri tous ses complices. De nombreuses célébrités sont impliquées. Argent, sexe, pouvoir. C'est une bombe à retardement. Jeffrey Epstein est né en 1953 à New York. Il grandit aux côtés de ses parents et de son frère cadet dans un quartier modeste de Brooklyn. C'est un personnage de roman. Sur le papier, Jeffrey Epstein, c'est un petit gars de Brooklyn dont le père travaille aux espaces verts, donc d'extraction extrêmement modeste. Il commence sa carrière comme professeur de mathématiques dans une petite école privée de New York. École privée, mais très très cossue. Où d'ailleurs, il va déjà rencontrer des gens extrêmement fortunés. On dit d'ailleurs dès le départ qu'il a l'œil sur pas mal de filles et c'est, selon les rumeurs, ce qui précipitera d'ailleurs le fait qu'il sera, au bout de quelques années, licencié de cette école. Il rebondit très rapidement parce qu'il rentre dans la firme d'investissement Bear Stearns, qui est une des grandes maisons financières de New York. On est à la fin des années 1970 et en quelques années, il devient ce qu'on appelle en anglais un senior partner, donc un membre à part entière avec les parts de la compagnie et il a déjà pignon sur rue à New York. Il est présenté comme un roi de la finance, comme un loup de Wall Street. Au bout de quelques années, il fonde sa propre maison d'investissement. Une maison d'investissement qui se spécialise dans des clients qui ont un portefeuille de déjà plus de 1 milliard de dollars, à qui il demande ce qu'on appelle en anglais le Power of Attorney, c'est-à-dire la signature. En gros, il contrôle les portefeuilles d'investissement de milliardaires, dont à l'époque le patron d'une maison de lingerie qui s'appelait Victoria's Secret. Victoria's Secret, c'est aux États-Unis la marque qui évoque le glamour. C'est la marque de lingerie féminine la plus connue dans le pays et c'est une marque qui est notamment connue pour ses mannequins. À partir de ce moment-là, Jeffrey Epstein devient vraiment immensément riche. Il a la propriété la plus chère de Manhattan, un hôtel particulier qui coûte des millions et des millions d'euros. Donc là, c'est l'explosion, c'est exponentiel. Le jet privé, le yacht, enfin il a tous les attributs du milliardaire, mais il n'a pas forcément les milliards. C'est ça qui est étonnant quand on regarde sa fortune personnelle. Mais il est riche à ce point qu'il a pu acquérir une île dans les Caraïbes.
C'est une propriété qui est immense, il y a une piscine, il y a des cours de tennis, vous avez des quartiers privés pour le personnel, vous avez des bungalows sur la plage pour les invités, et puis vous avez une immense demeure au milieu, et ça va être son terrain de jeu, l'endroit où il ira faire ses récréations privées, inviter pas mal de gens, des personnalités de la jet set. En 1991, Jeffrey Epstein, alors âgé de 38 ans, change de dimension. Il fréquente un cercle de plus en plus VIP et fait la rencontre d'une certaine Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell est issue d'une famille de la haute bourgeoisie britannique. Elle est née en France, donc à Maisons-Laffitte, dans le 78. Sa mère est une Française protestante. Donc Ghislaine Maxwell, elle a triple nationalité, française, britannique et américaine. Il faut savoir que Ghislaine Maxwell est la riche héritière de l'empire qui a été fondé par son père Robert Maxwell, puisque c'était un grand patron de la presse britannique. Il va racheter quand même The Mirror. Parlementaire également au Parti travailliste, donc il côtoyait de manière très régulière la monarchie. Jeffrey Epstein va être introduit à Robert Maxwell. Il est l'homme que Robert Maxwell aimerait que sa fille épouse. Donc il y a vraiment en tout cas ce lien très fort entre Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein. C'est un couple, il est présenté comme un couple dans la mondanité. Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell ont eu une courte idylle qui s'est transformée ensuite en amitié, en tout cas du côté de Jeffrey Epstein. Quand Jeffrey Epstein présentait Ghislaine Maxwell, il l'a toujours présenté comme finalement une très bonne amie, sa meilleure amie. Ghislaine Maxwell, on peut dire qu'elle connaît le monde entier, tous les gens qui comptent en matière de mondanité, en matière de people, tous les capitaines d'industrie. Il faut savoir par exemple que lors du mariage de Chelsea Clinton, la fille de Bill Clinton, elle était l'invitée d'honneur de ce mariage. Elle a donc un carnet d'adresses incroyable et elle va mettre ce carnet d'adresses au profit de Jeffrey Epstein. Elle va lui permettre d'élargir son réseau, là où il ne pouvait pas, notamment auprès des têtes couronnées, auprès de l'aristocratie, parce qu'il avait peut-être l'argent, l'élite d'argent américaine, mais il n'avait pas l'élite européenne, la vieille élite européenne, celle de la couronne, du sang bleu. Donc avec Maxwell, les portes s'ouvrent. Et puis tout à coup, il devient familier de la famille royale. Donc pour lui, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, la famille royale britannique. Le prince Andrew, il est ami avec le prince Andrew. Jeffrey Epstein devient l'une des personnalités les plus influentes aux États-Unis. Il joue même les premiers rôles dans la vie politique américaine. C'est à cette occasion que dans les années 90, il va devenir l'un des contributeurs financiers à la campagne de Bill Clinton et qu'il aura au début des années 90, dans le premier mandat de Bill Clinton, il aura ses entrées à la Maison-Blanche et on a son nom sur le registre des visiteurs plus d'une dizaine de fois entre 1992 et 1995. Donc il peut conseiller le président d'une certaine façon, et c'est quelqu'un qui est extrêmement bien vu par les démocrates puisqu'il donne beaucoup d'argent, donc là, influence politique. Il donne aux bonnes œuvres également, hautes écoles, écoles confessionnelles, le MIT, donc il est vu comme un philanthrope, comme un mécène pour beaucoup d'écoles et d'universités. C'est quelqu'un de bien, Jeffrey Epstein. Quand on le regarde comme ça, c'est quelqu'un de formidable. En 1992, Jeffrey Epstein met le cap sur la Floride. Il s'offre une vaste propriété à Palm Beach, un haut lieu de la jet-set américaine. Sur place, le millionnaire va nouer une amitié avec l'homme d'affaires le plus en vue du moment. Palm Beach, c'est la banlieue chic de Miami, c'est un petit peu le Saint-Tropez
de là-bas, ce sont souvent des New-Yorkais extrêmement riches avec de somptueuses propriétés et beaucoup d'écoles privées et de jeunes femmes. Et le voisin de Jeffrey Epstein, c'est notamment Donald Trump, qui évidemment a des golfs en Floride et à Miami, et qui le connaît à cette époque-là. Jeffrey Epstein et Donald Trump, tous deux d'une certaine façon aimaient les jolies femmes. Même Donald Trump l'a reconnu. Et il y a des vidéos où on les voit ensemble, ils ont passé des soirées ensemble, ils fréquentaient les mêmes gens, ils fréquentaient les mêmes lieux, ils fréquentaient les mêmes boîtes de nuit. Par contre, Donald Trump dira très vite que lui aimait les jolies femmes, alors que Jeffrey Epstein avait peut-être tendance à aimer les jolies jeunes filles. On voit cette vidéo où Trump est en train de visiblement parler d'une fille qu'il aimerait bien rencontrer, on les voit rigoler. C'est à cette époque-là aussi que Donald Trump rencontre Melania Trump, qui aurait été une des filles qui faisait partie d'une des soirées de Jeffrey Epstein. Donc il y a vraiment une proximité réelle, on le voit en photo avec Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein, Donald Trump et Melania. Donc c'est pas les best buddies, mais pas les meilleurs copains, mais c'est des hommes d'affaires assez proches qui ont les mêmes goûts, à la fois pour les femmes, pour la flambe, pour la visibilité et pour aussi les affaires. Mais en 2005, derrière le calme apparent de ces quartiers riches, une onde de choc va parcourir toute la ville. En mars 2005, une mère affolée appelle la police locale et elle décrit des faits qui sont dramatiques. Elle dit que sa fille mineure a été agressée, attouchée par un homme. Et cet homme, il s'agit de Jeffrey Epstein. Cette mère elle raconte quoi à la police? Elle leur dit, ben voilà, ma fille, elle a 14 ans, elle a accepté un petit boulot pour aider dans la maison d'une célébrité qui s'appelle Jeffrey Epstein. Et puis ensuite, elle m'a raconté que Jeffrey Epstein lui a dit qu'il aimerait qu'elle lui fasse un massage des pieds. Ma fille est jeune, elle est candide, elle est naïve, donc elle s'est exécutée. Et puis moi, je retrouve dans le sac de ma fille 400-500 $. Donc c'est énorme, et je me pose des questions, et c'est pour ça qu'elle appelle la police. Et la fille va aller même plus loin en lui expliquant tout simplement qu'à l'école, c'est un secret de polichinelle. Si on veut faire 200 $, eh ben on a juste besoin d'aller voir ce vieil homme et puis on peut faire 200 $. Alors il ne faut pas être naïf, hein. Quand on parle de massage, pensez bien que Jeffrey Epstein, c'est pas de massage des pieds dont il a vraiment envie ou besoin. Suite à la plainte de la mère de famille, la police locale décide de mener une enquête en totale discrétion. Et très vite, les témoignages de jeunes filles vont s'accumuler. La police de Palm Beach enquête à tel point qu'elle trouve près de 40 victimes de Jeffrey Epstein. Il s'agit toujours du même récit. Les filles décrivent des massages rémunérés de 300 à 400 $, des massages qui souvent dérapent. Et si ces filles refusent les massages, eh bien Jeffrey Epstein leur propose de devenir rabatteur et de trouver d'autres éventuelles masseuses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces victimes, elles sont mineures, mais pas seulement mineures, elles n'ont même pas ce qu'on appelle dans l'État de Floride la majorité sexuelle, parce qu'à 14 ans, vous êtes supposé ne pas pouvoir donner votre consentement, donc c'est d'autant plus grave. On se rend compte que c'est un système, que derrière il y a toute une façon d'aller chercher ces filles, qui sont parfois de jeunes travailleuses ou qui sortent de l'école. Et Ghislaine Maxwell a un rôle dans ce rabattage, dans la façon dont elle va parler aux filles, les rassurer, leur dire que c'est juste pour un service ou pour passer une bonne soirée. Et ces témoignages commencent à arriver sur le bureau du shérif. Et là on se rend compte qu'on a un problème avec Jeffrey Epstein. Face à cette affaire hors norme, après 7 mois d'enquête, la police de Palm Beach décide de perquisitionner la villa de Jeffrey Epstein. Mais ce que les enquêteurs vont découvrir va bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé.
très rapidement, ils vont se rendre compte qu'il y a des caméras cachées, des caméras qui sont ralliées à, en tout cas, un moniteur qui permet d'enregistrer. À ce moment-là, les agences disent bon, ça peut être soit des caméras de vidéosurveillance ou bien plutôt des caméras d'espionnage qui permettent de prendre des images cachées, des soirées qui se passent dans cette ville-là, et peut-être que Jeffrey Epstein utilise à des fins de faire du chantage ou bien pour faire du renseignement ces vidéos de personnalités qu'il invite dans cette maison, au-delà de ses propres vidéos qu'il va faire avec les jeunes filles qu'il invite. Et on trouve un coffre-fort rempli de DVD, là encore, d'images avec des jeunes filles mineures. Des photos, beaucoup de portraits au mur, surtout celle d'une jeune enfant qui apparaît d'avoir peut-être à peine 10 ans, avec la jupe relevée et le postérieur en tout cas exposé. Donc on peut un petit peu se demander pourquoi quelqu'un aurait des photos comme ça dans son appartement. Alors là, le procureur lance des charges contre Jeffrey Epstein pour sollicitation de prostitution, sollicitation de mineurs. Donc grand jury, et il risque quoi? Il risque jusqu'à 60 ans de prison. Donc on se dit, avec 40 victimes, Jeffrey Epstein va partir en prison. Eh ben non. On n'arrête pas Jeffrey Epstein comme on arrête n'importe quel narcotrafiquant. C'était un des financiers importants du Parti démocrate. À l'époque, c'est quelque chose qui lui permet d'aller un peu partout. La détention provisoire n'est pas systématique et la justice fonctionne avec des cautions. Jeffrey Epstein ayant la fortune qu'il a, il n'a aucun mal à déposer une caution. Dans l'attente de son procès, Jeffrey Epstein organise sa défense. Pour éviter à tout prix la perpétuité, il négocie un accord surréaliste avec Alexander Acosta, le procureur de l'État de Floride. Un proche de Donald Trump. Il y a un accord, et cet accord, il est scellé par l'État de Floride. Parce qu'aux États-Unis, et ça ne se passe pas en France, c'est le système américain, vous pouvez faire un accord, un deal avec le procureur. Mais ce deal, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Jeffrey Epstein, il risque 40 ans de prison. Mais le procureur se dit, 40 victimes, elles sont jeunes, et le procureur se dit, s'il y a un procès, elles ne vont pas tenir le choc. Jeffrey Epstein passe un deal avec le procureur de Floride. Il dit, eh bien, j'accepte de plaider coupable. En échange de ce plaider coupable, il n'ira en prison que 18 mois. 18 mois en lieu et place d'une quarantaine d'années de prison s'il est condamné par un procès. Et dans cet accord passé avec le procureur, il y a un dispositif particulier. Il a une sorte d'immunité, il ne sera pas poursuivi pour d'autres crimes éventuels, ainsi que tous ses complices, et c'est bien pour ça que Ghislaine Maxwell n'est alors pas du tout inquiété. C'est là où il y a un premier scandale après le scandale, c'est-à-dire qu'à partir de cette date, on sait que Jeffrey Epstein est un prédateur sexuel. Mais on comprend également qu'il est protégé parce qu'on ne veut pas aller au fond des choses, et il y a un certain nombre d'autres jeunes filles qui ont sans doute été ses victimes, qui n'auront pas droit à leur minute ou à leur heure de justice, justement à cause de ces clauses qui empêchent toute poursuite supplémentaire. Le 30 juin 2008, Jeffrey Epstein comparaît devant la Cour fédérale de Floride dans un procès à huis clos. Conformément à l'accord passé, le juge le condamne à une peine de 18 mois de prison. L'homme d'affaires évite donc la perpétuité. Jeffrey Epstein va être arrêté, mais ne va pas être envoyé dans une prison fédérale. Il va être envoyé dans un centre de détention qui est tenu par les shérifs de Miami, qu'il a déjà dans la poche, certainement. Alors, il n'a pas vraiment fait de prison, puisque de 18 mois, sa peine a été réduite à 13, qu'il ne dormait que le soir en prison et qu'il pouvait continuer de gérer ses affaires comme si de rien n'était toute la journée, d'avoir des rendez-vous, de continuer tout à fait son business comme il le faisait auparavant, ce qui lui a permis d'étouffer totalement cette affaire. Et c'est même lui qui va financer les gardes, les chauffeurs, qui l'amènent à son bureau et qui le ramènent le soir en prison. Le Miami Herald Tribune, ils appellent ça le casse du siècle. Personne
n'en revient dans la presse américaine. Quand Jeffrey Epstein sort de prison, il est inscrit au fichier des délinquants sexuels du FBI. Donc il est connu en tant que délinquant sexuel. Il a été condamné pour des faits de pédocriminalité, mais ça ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière, de garder des amis extrêmement influents. C'est le cas du prince Andrew, qui passait ses vacances en Asie, souvent sur des yachts avec Jeffrey Epstein, qui allait à New York, enfin qui s'affichait avec lui. C'est le cas de Bill Gates pour ses activités philanthropiques, mais c'est aussi le cas de Bill Clinton, ancien président des États-Unis. Et c'est là que ce réseau continue, et il continue d'avoir des hommes d'affaires, des hommes politiques extrêmement influents dans sa sphère personnelle. Aux États-Unis, l'affaire Epstein serait donc de l'histoire ancienne. Mais en 2015, 7 ans après la condamnation de l'homme d'affaires, une nouvelle plainte va faire éclater un scandale, cette fois-ci planétaire. On est en janvier 2015 lorsqu'éclate une bombe dans l'affaire Epstein. Une Américaine de 31 ans, Virginia Roberts, accuse Jeffrey Epstein et sa compagne, Ghislaine Maxwell, d'avoir usé d'elle et d'avoir été livrée à des personnalités comme esclaves sexuelles de 1999 à 2002. Parmi le nom de ces personnalités apparaît un nom qui très vite va retenir toute l'attention, celui du prince Andrew. Le prince Andrew naît en février 1960 et le deuxième fils d'Élisabeth II, le premier à naître depuis qu'elle est reine, c'est vraiment celui qui va lui poser le plus de problèmes. Et le couple Maxwell-Epstein connaît le prince Andrew via l'intermédiaire de Ghislaine, qui est une proche de Sarah Ferguson, qui est l'ex-épouse du prince Andrew. Et cette amitié ne va cesser de se tisser, puisque au mois de juin 2000, le couple Epstein-Maxwell sont les invités d'honneur de ce qui va être le rendez-vous de l'année, et bien plus encore, on pourrait quasiment parler du bal du siècle. Nous sommes au château de Windsor, et Élisabeth II offre une immense réception pour plusieurs anniversaires. On fête les 50 ans du prince Charles, les 40 ans du prince Andrew, les 70 ans de la princesse Margaret, la sœur de la reine, et les 18 ans du prince William. La plainte de Virginia Roberts fait grand bruit, d'autant plus que la jeune Américaine détiendrait la preuve de ce qu'elle avance. Elle divulgue une photo compromettante prise lors de sa première rencontre avec le prince Andrew. La première de ces entrevues un peu particulières aurait eu lieu en 2000 dans la résidence de Ghislaine Maxwell à Londres. Sur ce cliché, on voit bien que le prince Andrew enveloppe par la taille Virginia Roberts. Alors le point important dans ce cliché, c'est qu'elle avait 17 ans lors de sa rencontre avec le prince Andrew. Donc effectivement, cette photo est édifiante et là, on voit bien que le prince Andrew a bel et bien rencontré Virginia Roberts. Et elle livrera qu'il a commencé par lui toucher les seins, par lui toucher les fesses, par descendre le long de ses hanches et puis, chose un peu particulière, à lui lécher les orteils, la voûte plantaire. Il terminera, dit-elle, par lui faire l'amour. Alors elle aura cette formule et elle dit « ce n'était pas grossier, ce n'était pas méchant, c'était juste, j'avais juste l'impression d'être violée tout de même ». Alors le prince Andrew va dire cette photo, c'est pas moi parce qu'en fait je transpire sur cette photo et j'ai fait la garde des Malouines et j'ai une affection qui fait que je suis pas capable de transpirer, donc c'est pas moi sur la photo. Virginia Roberts racontera qu'après la première rencontre avec le prince Andrew, eh bien, Jeffrey Epstein va se montrer particulièrement généreux, cette fois-là, en lui adressant une enveloppe de $10 000 pour service rendu. En avril 2015, l'affaire va tomber à l'eau, en quelque sorte, puisque la justice américaine va qualifier cette plainte de non recevable. Si le prince Andrew échappe à des poursuites, c'est grâce à Jeffrey Epstein,
qui, après l'affaire de Floride, a rendu tous ses proches intouchables. En 2008, il faut savoir qu'Epstein avait réussi à dealer avec la justice américaine un pacte qui faisait de lui une personne qui était immunisée, en quelque sorte, contre la justice. Mais il arrive aussi à faire qu'aucun nom ne sorte de ses complices et que ses complices ne puissent pas être poursuivis également. Donc il protège tout son système, tout son réseau. Est-ce que l'affaire Epstein, c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que derrière ce pédocriminel qui est tombé, il n'y en a pas des dizaines d'autres finalement, soit avec des couronnes sur la tête, soit avec des milliards dans des comptes offshore? Voilà la réalité de cette affaire. Alors que la justice américaine semble inerte, Virginia Roberts continue de faire parler d'elle. L'Amérique découvre également les sévices que lui auraient fait subir Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Tout aurait commencé durant l'été 1998. L'été 98, Ghislaine Maxwell se rend à un salon de massage qui est la propriété de Donald Trump. Ghislaine Maxwell repère Virginia Roberts et lui propose d'effectuer des massages pour Jeffrey Epstein. Virginia Roberts, après une petite hésitation où elle en parle à son père, va rencontrer le couple Maxwell-Epstein et vont décider, tout compte fait, que ce serait sympa comme job pour la jeune femme. Elle racontera plus tard que lors du premier massage auquel elle se livre avec Jeffrey Epstein, eh bien, il est nu sous une serviette. Très vite, il retire cette serviette et Ghislaine Maxwell est présente elle aussi. Elle intervient par derrière, dira-t-elle, elle commence par l'enlacer, par lui toucher les seins et ça va beaucoup plus loin puisque très rapidement, le milliardaire demanderait à la jeune fille de venir carrément s'asseoir sur lui de façon à avoir une pénétration. Virginia Roberts indique de manière très solennelle qu'elle a subi des sévices de la part de Ghislaine Maxwell et de Jeffrey Epstein durant les années 99 à 2002. Elle indique qu'elle a été la véritable esclave sexuelle puisque les choses se déroulaient toujours de la même manière. Durant cette période, le couple aurait fait des dizaines d'autres victimes. Virginia décrit un système bien rodé, mis en place au cœur des Caraïbes, sur l'île de Jeffrey Epstein. Son témoignage est important puisqu'elle raconte toutes les étapes, tous les lieux du système Epstein et notamment Little St. James, l'île dont il est propriétaire, qui est décrite comme une île des orgies, Pedo Island. C'est un lupanar, excusez-moi l'expression, cette île. On n'y va pas pour faire du business, on n'y va pas pour signer des contrats. L'aéroport voyait ces jets arriver avec toutes ces jeunes filles et ces sacs de luxe qui ensuite montaient dans un hélicoptère piloté parfois par Ghislaine Maxwell pour aller dans l'île. Elle, Virginia, parle de jeunes filles de pays de l'Est qui parlent toutes les langues, enfin qui viennent un peu de partout, qui sont parfois terrorisées. Une a même essayé de s'enfuir à la nage de cette île, elle n'avait pas pu, elle avait été reprise par les gardes parce qu'il y avait aussi tout un système de gardes. Et donc sur cette île, on se rend compte que ces structures baroques, le temple, le stade, etc., la piscine, tout ça servait bien sûr à beaucoup plus que des loisirs aquatiques. Et là, le système commence à devenir beaucoup plus effrayant. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment une usine du vice derrière le système Epstein. En 2002, Virginia Roberts, alors âgée de 19 ans, aurait mis fin à son calvaire après 4 longues années passées entre les griffes de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell.
Au cours de l'été 2002, Virginia va proposer au couple de se rendre en Thaïlande pour, dit-elle, parfaire son éducation, sa formation pour être meilleure encore. Et elle va profiter de se rendre en Thaïlande pour fuir. C'est vraiment une fuite du couple. Donc elle ne reviendra jamais auprès du couple. Elle va s'installer en Thaïlande. Elle va rencontrer un homme qui va devenir son amoureux, qui très vite va devenir son époux, et elle va tenter d'oublier pour un moment du moins ce qu'elle a subi. En 2007, en Australie, Virginia Roberts reçoit un appel de Ghislaine Maxwell lui demandant si, à tout hasard, elle aurait parlé de cette aventure qu'elle a vécue avec le couple, parce que en 2007, pour rappel, les choses commencent vraiment à sentir de plus en plus mauvais pour Jeffrey Epstein. Elle a promis de ne rien dire, elle est encore évidemment traumatisée, elle a peur, Virginia, donc elle ne parle pas, elle ne livre rien, elle est encore loin de se douter que le FBI et la police sont en train vraiment de mener une véritable enquête et de remonter toute cette filière qui bientôt va exploser aux yeux du monde entier. En 2015, quelques mois après le classement sans suite de la plainte de Virginia, de nouvelles révélations vont défrayer la chronique. En 2015, la presse américaine fait éclater un scandale autour du Black Book. Le Black Book, c'est un livre noir qui est détenu par le majordome de Jeffrey Epstein. Dans ce livre noir, 300 noms. Et ces 300 noms sont des noms très connus d'acteurs, d'anciens présidents. On pense à Alec Baldwin, on pense à Bill Clinton. Et ce sont les noms qui seraient potentiellement des gens qui ont fréquenté de manière très proche Jeffrey Epstein et pourquoi pas, qui auraient bénéficié de son trafic, ce trafic de mineurs qu'il avait mis en place. Et Bill Clinton, c'est vraiment un des nœuds de cette affaire Epstein, parce que à l'époque où il était président des États-Unis, Jeffrey Epstein n'était pas encore condamné, et il y a ce tableau incroyable qu'on voit dans l'appartement de Jeffrey Epstein, de Bill Clinton habillé en femme. Il y avait une relation d'amitié entre les deux hommes, donc c'est un grand non-dit de cette affaire. Donc c'est vrai que là se pose la question de savoir est-ce que Bill Clinton a vu des choses, est-ce qu'il était au courant, est-ce qu'il a profité aussi de ce réseau, puisqu'on le voit en photo avec une jeune masseuse qui a témoigné par la suite, disant qu'elle avait été forcée à avoir des relations sexuelles avec des gens connus, avocats, célèbres et autres. On sait que Bill Clinton a emprunté le Lolita Express. Le Lolita Express, c'est quoi? C'est l'avion qui faisait la navette entre la Floride et l'île privée des Caraïbes. Bill Clinton, il a dit quoi? Moi, j'ai fait 4 allers-retours. Et en fait, le manifeste, le rapport de vol, prouve qu'il en a fait 27. Après le prince Andrew, une affaire Clinton peut-elle éclater? En pleine tempête médiatique, la justice américaine ouvre une enquête sur le présumé réseau de trafic sexuel de Jeffrey Epstein. En février 2019, elle autorise toute nouvelle inculpation à l'encontre du financier. Comme Virginia Roberts n'a pas baissé la tête et elle a continué, la justice fédérale américaine s'empare du dossier en disant on peut sortir du tribunal de Floride, qui était bloqué par ce deal qu'avait fait Jeffrey Epstein avec la justice, pour recevoir la plainte et relancer une nouvelle enquête. Et donc le tribunal de New York va pouvoir à nouveau enquêter. L'affaire n'est donc plus une affaire floridienne, c'est une affaire qui désormais concernera la justice de l'État de New York. Et là, l'idée c'est d'arrêter Jeffrey Epstein, de le faire témoigner, de le confronter à ses témoignages et de savoir ce qu'il en est de ce réseau et de la réalité de ces témoignages, puisque lui mettait en cause évidemment ces affabulations de Virginia Roberts, alors que c'était un témoignage de ce qu'elle avait vécu. Et là, l'étau se resserre, la justice reprend là où elle aurait jamais dû s'arrêter en réalité, pour aller creuser derrière le système Epstein. Pour être clair, ce qu'on lui reproche, ce sont de multiples viols et agressions sexuelles, mais ce coup-ci, on a vraiment des preuves, et puis ce coup-ci, il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de deal possible, d'accord possible avec le procureur. Les autorités fédérales sont beaucoup plus dures
que les autorités de l'État de Floride. Et puis, ils l'ont raté la première fois. Et ce coup-ci, ils sont vraiment after him, après lui, comme disent les Américains. Le 6 juillet 2019, les agents du FBI se rendent à l'aéroport new-yorkais de Teterboro. Ils attendent Jeffrey Epstein à la descente de son jet privé. Jeffrey Epstein est arrêté et il va être incarcéré à New York. Et il tombe sous le coup d'accusations de viol, de proxénétisme, de trafic sexuel. C'est extrêmement sérieux, c'est extrêmement lourd. Il encourt plusieurs dizaines d'années de détention, d'autant qu'il n'y a pas une seule accusation, mais qu'il y en a plusieurs, et qu'aux États-Unis, les peines s'additionnent aux peines. Donc il a, lui, la soixantaine déjà largement passée, et il a la perspective de passer les mois à venir en prison et des années à venir en prison. D'autant que cette fois, on lui refuse la liberté sous caution. Jeffrey Epstein, lorsqu'il est arrêté, est d'abord mis dans une cellule à l'isolement sous ce qu'on appelle en anglais surveillance suicide. C'est-à-dire que l'on craint qu'il veuille mettre fin à ses jours et à partir de là, il est sous surveillance permanente. Donc il est mis en détention dans cette prison new-yorkaise de haute sécurité, en attente de ses différents témoignages, de son procès. C'est là qu'on commence à le voir menotté et à attendre des témoignages. Or, que fait Jeffrey Epstein à ce moment-là? Il reste absolument silencieux, il nie tout en bloc. Jeffrey Epstein devient le prisonnier le plus scruté des États-Unis. Son arrestation fait même trembler la Maison-Blanche. Le président Donald Trump est englué dans une affaire d'État. Le 12 juillet 2019, Alexander Acosta démissionne, c'est le secrétaire d'État au travail de Donald Trump. Il démissionne parce que c'était le procureur de Floride, celui-là même qui a laissé libre ou qui a condamné très légèrement Jeffrey Epstein, qui lui a permis d'échapper à une peine de prison extrêmement lourde. On lui dit, mais c'est quoi ce deal que tu as fait avec ce criminel il y a 10 ans? C'est quoi ces 18 mois transformés en 13 mois? C'est du grand n'importe quoi, Alexander. Donc Alexander, il démissionne. Et là, l'affaire, qui était une affaire politico-sexuelle, financière, prend un aspect purement politique. Pour Trump, qui lui est président des États-Unis au moment où Epstein est arrêté, là aussi il doit rendre des comptes et très vite il explique que ça fait très longtemps qu'ils ne se sont plus vus, qu'il a coupé les ponts après le procès de Floride et ressortent les vidéos d'avant évidemment, on les voit quand même assez proches lors des soirées et on se rend compte qu'ils se connaissaient relativement bien. Donald Trump essaie de se détacher de cette image d'ami de Jeffrey Epstein qui devient l'ennemi public numéro 1. Je le connaissais comme tout le monde à Palm Beach. Je pense que je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Je n'étais pas un de ses fans. Il s'agit à l'époque presque d'un Trumpgate. On se dit jusqu'où va aller le scandale si on arrive à prouver un lien très fort entre Jeffrey Epstein et Donald Trump. C'est non seulement Jeffrey Epstein qui peut tomber, mais le président des États-Unis lui-même. Le procès de Jeffrey Epstein est attendu par toute l'Amérique. L'homme d'affaires fera-t-il des révélations? Donnera-t-il les noms de ses complices? Le 10 août 2019, un mois après son incarcération, un événement inattendu va faire basculer l'affaire. Il est retrouvé mort dans sa cellule à 6h20 par les gardiens. Alors, il faut savoir que c'est une prison de haute sécurité, qu'il était surveillé comme étant le prisonnier le plus important quasiment, avec toutes les révélations qu'il aurait pu faire, compte tenu de son carnet d'adresses. Et il devait être avec un codétenu dans cette cellule. Le jour de sa mort, le codétenu n'était pas dans la cellule, il avait été transféré dans une autre cellule. Cette cellule également, dans laquelle il résidait, était surveillée en permanence par 2 caméras qui filmaient la porte. Ce soir-là, les caméras sont en panne.
Et puis il y avait des rondes qui étaient organisées toutes les 2 heures, je crois, et on apprend dans le log des gardiens de prison qui ont falsifié le log. Ils ont témoigné par la suite qu'ils n'ont pas fait de ronde ce soir-là non plus. Or, Jeffrey Epstein est retrouvé suicidé avec un drap de sa cellule autour du cou, pendu à un des pieds du lit. Et on fait une autopsie de Jeffrey Epstein. Mais on n'arrive pas à conclure vraiment. L'analyse dit quoi? Il y a des vertèbres qui sont fracturées. Et ça, c'est cohérent avec une pendaison. Mais c'est également cohérent avec un étranglement. Donc, est-ce qu'il s'est pendu? Oui ou non? Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait pu avoir intérêt à ce que Jeffrey Epstein décède? C'est bien entendu parce qu'il en savait trop, qu'il avait des relations trop haut placées concernant les affaires de mœurs. Et il y a parmi eux un certain nombre de gens, des milieux politiques, des milieux d'affaires, des milieux des médias, des milieux des familles royales internationales, des milieux de la finance, qui ont tout intérêt à ce que leur nom ne soit pas associé à celui de Jeffrey Epstein. Donc il était possible que dans le cadre d'un procès à New York, eh bien, il fasse des révélations, et on a voulu éviter cela. Donc la question, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à ce qu'ils ne parlent pas? Oui, et ils sont nombreux. Après la mort de Jeffrey Epstein, la justice américaine promet de traquer ses complices. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et le nom d'un Français va rapidement attirer leur attention. Dans le carnet noir, il y a un nom qui revient à de nombreuses reprises. Il s'agit d'un Français, il s'agit de Jean-Luc Brunel. C'est vraiment l'homme de confiance, d'une certaine façon, de Jeffrey Epstein. Donc il doit rendre des comptes, et puis qu'on comprenne quel était son rôle réel dans ce réseau. Est-ce que Jean-Luc Brunel était juste un rabatteur, mais n'était pas vraiment au courant de tout le reste, ou est-ce que Jean-Luc Brunel avait un certain nombre d'éléments, en tout cas, et participait activement dans ce réseau? La plus grande question qui tourne autour de Jean-Luc Brunel, c'est jusqu'à où il savait. Alors, qui est vraiment Jean-Luc Brunel? Les enquêteurs vont cibler cet homme de 73 ans, connu pour être un célèbre agent de mannequin. Une carrière qu'il doit à une star de la chanson française, également directeur d'une agence de modèles. Jean-Luc Brunel, un soir de 74, il fait la rencontre de Claude François, donc chez Régine, donc une mythique discothèque de l'époque. Claude François, à cette époque-là, il cherche un talent scout. Donc ce sont les recruteurs qui parcourent le monde pour rechercher les nouveaux visages des agences. Et donc il a besoin d'un talent scout parce qu'il vient de se faire voler son mannequin fétiche qui venait de signer dans son agence. Il se l'est fait voler par celle de John Casablanca, donc élite. Donc il cherche quelqu'un qui va aller sur le terrain, la récupérer, lui proposer un meilleur contrat et qu'elle revienne. Brunel part à Londres quelques jours après. Il retrouve cette fille. Et il lui promet monts et merveilles, il lui dit surtout ne va pas chez John Casablanca parce que tu seras dans une agence tellement énorme qu'on va t'oublier, alors que nous on est une toute petite agence et on va tout faire pour toi, on va se battre. Et elle accepte et elle revient dans l'agence de Claude François. À la fin des années 70, Jean-Luc Brunel il va prendre la tête d'une agence très importante, en tout cas sur la place parisienne, qui s'appelle Karine Model. Et c'est là qu'il va vraiment s'imposer dans le business, parce que son talent est enfin reconnu et qu'on lui donne surtout les moyens de l'exprimer. Il est derrière Sharon Stone, il est derrière Monica Bellucci, il est derrière Turlington, il est derrière Lefébure, il est derrière beaucoup de gens. Alors bien sûr, on lui amène ses mannequins, des fois c'est lui qui les a trouvés, mais en tout cas, ces mannequins vont vraiment travailler d'une manière très professionnelle, vont bénéficier de l'expérience de Jean-Luc Brunel. La télévision lui consacre plusieurs reportages. Elles sont enfilées là comme des perles. Hi everybody. Ici, lors d'un casting en Floride, il explique être à la recherche de mannequins très jeunes. Cette Américaine est âgée de 14 ans. Hi. Hello, hello.
You're a pretty little girl. That I must say that. Thank you. Effectivement, je suis content d'avoir fait le voyage. Dans 2 ans, elle aura son appareil dentaire retiré. En attendant, je crois qu'elle peut travailler une journée par-ci, une journée par-là, sans trop s'ouvrir, bien entendu. Mais je crois que la priorité, même pour les parents, c'est l'école. Mais c'est une autre facette du personnage qui va interpeller les enquêteurs. Au sein du métier, les pratiques de Jean-Luc Brunel seraient montrées du doigt. Jean-Luc Brunel prenait de la cocaïne énormément, ça a été crescendo dans son parcours. Ce que moi on m'a rapporté des gens qui le fréquentaient à cette époque-là, c'est que oui, c'était en permanence, la journée, la nuit, mais il les tient aussi comme ça, les filles qui ne sortent pas, qui ne veulent pas avoir cette vie-là un peu décadente avec lui. Finalement, il va vite les blacklister en fait, ça ne l'intéresse pas. Donc on voit très bien en fait que les filles qui ne boivent pas, qui ne prennent pas de drogue, qui sortent pas ou très peu, très vite, elles ne travaillent pas, elles restent 1 an ou 2 à Paris et puis on ne les revoit plus en fait. Donc on sait que beaucoup de filles passent chez Brunel, elles passent dans son appartement, elles sont un petit peu sous l'emprise de Brunel, donc elles le voient un petit peu comme une figure de père et va utiliser ça d'une manière très intelligente. Il va tout simplement psychologiquement les préparer, les conditionner, à leur faire comprendre que de toute façon, pour une carrière de mannequin, si tu veux réussir, eh bien, tout simplement, il faut coucher. En 1988, les langues se délient. Jean-Luc Brunel, alors au sommet de sa carrière, fait l'objet de vives critiques. Un documentaire diffusé sur la chaîne américaine CBS accuse le Français de viol et d'agression sexuelle. Plusieurs mannequins se disent victimes et témoignent. Caroline est l'une d'entre elles. Cet ancien top modèle canadien aurait eu 25 ans au moment des faits. J'ai rencontré Jean-Luc Brunel pendant une soirée dans une boîte de nuit à Paris. Il m'a demandé dans quelle agence j'étais et je lui ai dit, il a dit « Oh, il faut changer d'agence » et tout ça. Je lui ai dit « Non, ça va, je bosse bien et tout ». On commençait de parler d'autres choses, un peu de mannequin, ce que je faisais et tout. Et il m'a dit « Est-ce que tu veux venir chez moi? Je vais juste chercher quelque chose. » J'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Tout le monde se connaît un petit peu. Je connaissais Jean-Luc de nom et il avait l'air gentil. Je ne sentais pas que je devrais craindre quoi que ce soit. Et voilà, j'ai allé avec lui chez lui. Et il a dit « On prend un verre et après on retourne dans la boîte ». Et je me souviens que j'étais en train de boire un verre et c'est tout. Et c'était noir après. Tout est noir. Après ce trou noir, je me suis réveillée dans son lit, nue. Il était en train de dormir à côté de moi. Alors j'ai dit, j'ai trouvé la fenêtre, alors je vais sauter de la fenêtre et c'est au 3e étage. Je croyais que je pouvais vraiment sauter de la fenêtre. Alors j'étais sur l'effet de drogue, de choc, je crois, un mélange de tout. Finalement, j'ai trouvé la porte et j'ai parti. Malgré de nombreuses accusations, aucun mannequin ne portera plainte contre Jean-Luc Brunel. J'avais honte, je pouvais même pas imaginer de parler avec les polices. Je ne voulais pas sentir encore pire dans le sens qu'ils me regardent et disent « Oui, mais elle porte une mini-jupe, elle porte les talons, elle était en boîte de nuit, elle était allée à son appartement et tout ça. » Alors non, je ne voulais pas porter plainte. Il avait à l'époque une notoriété qu'il faisait qu'il était, je dirais, par ses principaux concurrents, une cible potentielle.
Et il a toujours été convaincu que les femmes qu'il accusait avaient été instrumentalisées par des concurrents. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, il avait agi en justice et c'est la raison pour laquelle ce documentaire avait été interdit. Les filles qu'il accuse de viol et d'agression sexuelle, elles ne portent pas plainte. Parce qu'à l'époque, elles se disent que ça ne sert à rien, que personne ne les écoutera, qu'elles n'ont pas assez de preuves, etc. Donc, il n'y a pas de plainte. Et je pense que Jean-Luc Brunel sent le glas sonner, ça pourrait détruire sa carrière. Donc il va prendre cette décision avec son frère. Et ben, ils vont tout simplement se décaler sur les États-Unis et un petit peu se faire oublier. C'est en 1991 que Jean-Luc Brunel aurait fait la rencontre de Jeffrey Epstein à New York, grâce à une amie commune, Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell et Jean-Luc Brunel sont amis. Il faut se rappeler qu'en 1988, on est à l'époque où on est dans la privatisation de TF1 en France. Le père de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, passe les 3/4 de son temps en France. Il est dans la privatisation de TF1. Et bien sûr, sa fille va être à Paris. Sa fille est très proche de son père et elle va nouer très rapidement des liens avec Jean-Luc Brunel, puisqu'elle est comme toute jeune fille, elle fait la fête, elle s'amuse à Paris, il y a les bains-douches, il y a le palace, il y a tous ces endroits pour s'amuser. Jean-Luc Brunel, il a ses entrées dans ces boîtes de nuit, ils se connaissent très très bien. En 1991, suite à la mort de Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell va se décaler à New York, va quitter l'Angleterre. Et bien sûr, on sait qu'à la même époque, Jean-Luc Brunel est à New York. Et ce lien entre Jean-Luc Brunel et Ghislaine Maxwell va être tout simplement le lien entre Jean-Luc Brunel et Jeffrey Epstein. Pour comprendre ce trio, Jeffrey Epstein a beaucoup d'argent, Jean-Luc Brunel a les filles et Ghislaine Maxwell a le carnet d'adresses. Et tout ça, ça va nous donner un trio très toxique qui va tout simplement développer ce réseau pour lequel Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel ont été soupçonnés. Pendant 30 ans, Jean-Luc Brunel ne fait plus parler de lui. Mais il apparaît comme la connexion française de Jeffrey Epstein. Le 23 août 2019, le parquet de Paris se saisit du dossier. Le parquet de Paris décide d'ouvrir une enquête préliminaire à l'encontre de Jean-Luc Brunel. Elle a pour but d'identifier le rôle que Jean-Luc Brunel a pu tenir, notamment du côté du trafic sexuel, trafic d'êtres humains, et également des faits de viol ou d'agression sexuelle. Le nom de Jean-Luc Brunel apparaît dans le dossier parce qu'il est responsable d'une agence de mannequins qui avait été financée par Jeffrey Epstein, et donc il était talent scout, qu'on appelle, donc il cherchait des filles pour cette agence. Aux États-Unis, on l'appelle MC Square, Model Management. Jeffrey Epstein va investir donc $1 million dans les opérations de MC Square, tout simplement parce que c'est une compagnie qui a du mal à gérer son cash flow. C'était une entreprise qui était toujours dans le rouge financièrement, une entreprise en tout cas où beaucoup de modèles qui arrivaient sur le sol américain n'étaient même pas des modèles qui correspondaient à la demande. C'était des filles certainement qui ne pourraient même peut-être pas travailler en tant que modèles. Donc pourquoi on les faisait venir? Et beaucoup de témoins diront que tout simplement ces filles étaient amenées pour être placées avec Jeffrey Epstein et tout simplement être trafiquées soit à Epstein ou soit à des amis, à l'entourage de Jeffrey Epstein. On a fait un appel à témoins. Alors, je me souviens qu'à l'époque, on a commencé à recevoir des appels, mais les appels étaient tous des numéros masqués. Évidemment, je comprends. Les personnes qui ont pris la peine de téléphoner étaient terrorisées. Et je crois que sur le nombre qui nous a contactés ou nous a écrit, seulement une douzaine ont franchi ce pas. Parmi ces femmes, une ancienne mannequin néerlandaise est enfin prête à témoigner après 28 ans de silence.
L'affaire Jean-Luc Brunel, pour moi, c'est d'abord un appel d'une ancienne mannequin, Ticia Hussman, qui va me contacter et qui va solliciter un rendez-vous en me disant qu'elle a des choses à me confier au sujet de Jean-Luc Brunel. Je lui demande si oui ou non elle est prête à porter son témoignage à la justice. Elle réfléchira un moment avant d'accepter de soumettre son témoignage. C'est en Belgique que j'ai commencé ma carrière de mannequin professionnel. J'étais là-bas depuis seulement 1 ou 2 mois quand j'ai rencontré Brunel lors d'un casting. Lorsque je l'ai rencontré, il s'est tout de suite montré très enthousiaste à mon égard. Il m'a proposé de venir à Paris, où mon avenir y serait tout tracé. C'était un conte de fées, celui dont j'avais toujours rêvé. Quand j'en ai parlé à mon agent, elle m'a convaincue d'aller m'installer à Paris dans son appartement, parce que je ne risquais absolument rien. C'était selon elle un homme charmant, donc j'y suis allée. En septembre 1991, du haut de ses 18 ans, Ticia débarque donc à Paris et pose ses valises chez Jean-Luc Brunel. Jeffrey Epstein aurait été là pour l'accueillir et lui prodiguer de précieux conseils. J'ai rencontré Jeffrey Epstein chez Jean-Luc Brunel le soir de mon arrivée. Lors de cette soirée, il y avait des jeunes mannequins de Russie, Yougoslavie et République tchèque. Alors que je parlais avec l'une d'entre elles, cet homme s'est immiscé dans notre conversation. Et je me souviens qu'il m'a alors donné un étrange conseil. Il m'a dit que je devrais m'estimer heureuse et chanceuse d'avoir été repérée par Brunel. Il a ajouté qu'il fallait que je joue de mes charmes et que je sois docile, parce que cet homme serait important pour ma carrière. Mais le comportement de Jean-Luc Brunel va soudainement mettre Ticia très mal à l'aise. Je lui ai demandé où j'allais poser mes affaires, mon sac à dos, où j'allais dormir. Il m'a répondu « Il n'y a pas de lit pour toi. Tu dormiras dans mon lit. » Évidemment, j'ai pensé qu'il fallait quitter cet endroit parce que ce n'était sûrement pas une bonne idée de rester ici. Mais d'un autre côté, j'étais dans la capitale de la mode pour percer dans le milieu, donc je devais surmonter la situation. J'avais 18 ans, rien ne pouvait m'arrêter. Quand une autre jeune fille qui vivait déjà ici m'a proposé de m'installer dans sa chambre, j'ai accepté sa proposition. Le jour d'un shooting photo, le photographe était vraiment enthousiaste et souhaitait me proposer un contrat. Lorsque je suis rentrée chez Brunel, il m'a dit que nous devions fêter cela, car c'était le début de ma carrière. Il m'a offert un verre. C'était une sorte de cocktail. Donc nous avons bu, et 15 ou 20 minutes plus tard, j'ai commencé à avoir des vertiges. Il m'a porté jusqu'à sa chambre, et je me souviens m'être dit que ce n'était pas ce que je voulais. Mais en réalité, je n'avais plus la force de dire non. Il m'a allongée sur son lit, il s'est positionné au-dessus de moi et a déchiré mes vêtements. Puis il s'est mis à m'embrasser et à ce moment-là, j'ai eu un trou noir. Quand j'ai retrouvé mes esprits, il était en train de caresser tout mon corps. Puis il a abusé de moi. J'ai à nouveau perdu connaissance, donc je n'ai aucun souvenir de ce qu'il s'est passé par la suite.
Le lendemain de son agression, Ticia se serait réveillée dans le lit de Jean-Luc Brunel. Lorsque j'ai réalisé ce qu'il s'était passé cette nuit-là, j'étais tellement terrorisée et en état de choc que la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'était de partir d'ici. J'ai rassemblé mes affaires dans mon sac et j'ai profité d'un coup de téléphone que Brunel passait dans son salon pour m'enfuir de cet appartement. Je ressentais un sentiment de honte. J'avais l'impression d'être responsable, de ne pas m'être débattue, que ce qu'il m'arrivait était entièrement de ma faute. Qui allait me croire? Donc j'ai choisi de quitter Paris et de garder le silence. Près d'une trentaine d'années plus tard, en 2019, Ticia découvre l'affaire Epstein dans les journaux et décide enfin de porter plainte contre Jean-Luc Brunel. Sa plainte sera prescrite, mais son témoignage va encourager d'autres victimes à rompre le silence. J'ai décidé de porter plainte contre Jean-Luc Brunel. Quand j'ai lu l'article dans le journal à propos de Ticia, quand j'ai lu son témoignage, j'ai dit c'est exactement la même chose qui s'est passée avec moi. J'ai dit non, ça ne peut pas continuer. Je pense que Ticia Hussman a été vraiment, meneuse dans ce combat sur la libération de la parole au sein de l'industrie de la mode et particulièrement les faits dénoncés à l'encontre de Jean-Luc Brunel. C'est vrai qu'elle a été en contact avec de très nombreuses victimes et à chaque fois, pour celles qui étaient relativement réticentes, elle a réussi à trouver les mots pour les convaincre à parler, à dénoncer et surtout à expliquer que sans cette liberté de parole, l'impunité demeure. Il a été laissé libre pendant très longtemps. Les gens le voyaient, moi à Saint-Tropez, dans des fêtes à Paris, il était aussi libre que vous et moi, alors que quand même, il y avait, à mon avis, suffisamment d'éléments pour en tout cas commencer à l'interroger. Alors que l'enquête préliminaire se poursuit, les témoignages continuent d'affluer à l'encontre de Jean-Luc Brunel. L'ancienne star du mannequinat commencerait à se faire discret. Dès que l'enquête s'ouvre sur Jean-Luc Brunel, il est introuvable. On ne sait pas où il est, on n'a pas de nouvelles. Son avocat explique qu'il y a mégarde, qu'il n'est coupable de rien du tout, que c'était assez étonnant. Et on voit bien qu'il essaye d'éviter absolument de rendre des comptes à la justice. Il n'est pas en France parce qu'il a rarement été en France, Jean-Luc Brunel, parce qu'il a un mode de vie qui est le mode de vie d'un homme qui a voyagé toute sa vie. Donc, il fait les voyages qu'il a toujours faits. Ce ne sont pas des voyages qui dénotent une volonté de fuir. En décembre 2020, près d'un an et demi après la mort de Jeffrey Epstein, Jean-Luc Brunel, lui, n'est pas inculpé. Mais l'affaire va connaître un nouveau rebondissement sur le sol français. Le 17 décembre 2020, M. Jean-Luc Brunel s'est rendu à l'aéroport de Roissy, exactement comme il l'avait fait un an auparavant, alors que l'enquête était déjà ouverte. Il avait prévu de passer les fêtes de fin d'année avec des amis au Sénégal. Et il a été interpellé brutalement à l'aéroport de Roissy, placé en garde à vue, puis mis en examen et incarcéré. Ce traitement-là, il est un traitement qui est, dès le départ, totalement anormal. On n'a pas
à incarcérer de cette manière quelqu'un qui a 75 ans, qui est dans une situation où il n'a jamais été en fuite et qui a un casier judiciaire vierge. Alors, il y a 2 faits pour lesquels il est initialement mis en examen. Il y a un viol sur mineur et il y a des faits de harcèlement sexuel sur une personne adulte. Quand Jean-Luc Brunel a été arrêté, je me souviens très bien. C'était la plus belle journée pour moi. J'ai attendu 30 ans pour cette jour-là. I saw this message. Le jour où j'ai appris que Jean-Luc Brunel avait été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle, je n'y ai tout d'abord pas cru. J'ai cru à une fake news. J'ai ressenti un sentiment mitigé. On ne parle pas de faits dont je suis fière. On parle d'une histoire sordide, celle qui m'est arrivée à moi et à beaucoup d'autres jeunes filles. Ce que j'ai attendu après son arrestation, c'était qu'il soit jugé, qu'il soit jugé pour tout ce qu'il a fait à tout le monde, toutes les filles dans le monde entier. Il a fait du mal, il a détruit la vie de tellement de femmes. Jean-Luc Brunel, accusé de viol sur une mineure et harcèlement sexuel sur une baby-sitter, est mis en examen et placé en détention provisoire. Mais les enquêteurs le soupçonnent également d'avoir joué les rabatteurs pour Jeffrey Epstein. Selon Virginia Roberts, l'agent de mannequin était un rouage clé de ce système. Jean-Luc Brunel fournissait des dizaines de jeunes filles à Jeffrey Epstein pour nourrir son appétit sexuel pour les mineurs. Jeffrey Epstein va parler de 3 jeunes filles qui seraient âgées de 12 ans, venant de France, que Jean-Luc Brunel aurait amenées sur l'île Vierge, l'île aux orgies. Il va se vanter, non seulement à Virginia Robert Guffray, mais il va se vanter à d'autres personnes qu'il a tout simplement reçu en cadeau d'anniversaire une surprise de Jean-Luc Brunel qui lui aurait amené donc ces triplettes. On utilise le mot triplette, des gamines de 12 ans apparemment françaises venant d'un milieu un petit peu défavorisé. Et d'ailleurs, Jeffrey Epstein dira que ça l'amusait, qu'il trouvait ça absolument extraordinaire, qu'avec très peu d'argent, on pouvait corrompre même des enfants, des petites gamines de 12 ans ou leurs parents tout simplement. D'après la police américaine, Jean-Luc Brunel envoyait des messages codés à son partenaire pour lui fournir des jeunes filles. Dans cette note, retrouvée chez Jeffrey Epstein en 2005, l'agent français lui ferait une étrange proposition. Il y a une prof pour vous apprendre à parler russe. Elle a 2 fois 8 ans, pas blonde. Les leçons sont gratuites et vous pouvez avoir la première aujourd'hui si vous voulez. Je sais toujours pas ce que ça veut dire et j'aimerais imaginer que ça veut pas dire ce que j'imagine quand il dit 2 fois 8. Est-ce que ça veut dire 2 petites filles de 8 ans? Pour moi, ce message est clair parce que j'ai pour toi 2 fois 8 pour que tu apprennes à parler le russe et c'est tout de suite, c'est immédiat, il faut que tu appelles. Pour moi, ce message est clair, sachant qui était Epstein, sachant qui était Brunel. Jean-Luc Brunel était-il le rabatteur de Jeffrey Epstein? La justice française estime n'avoir aucune preuve dans ce dossier. Monsieur Brunel n'a jamais été mis en examen pour avoir trafiqué des jeunes femmes. Monsieur Brunel, après 1 an d'instruction, a été interrogé sur l'intégralité des éléments du dossier sur ce sujet. Les magistrats instructeurs, les 3 juges ont estimé qu'il n'y avait aucun indice grave ou concordant qu'il ait commis cette infraction. Si l'implication de Jean-Luc Brunel au sein du trafic sexuel présumé de Jeffrey Epstein n'a pu être établi, il reste toutefois mis en examen pour un viol sur mineur et du harcèlement sexuel.
Mais plus d'1 an après son arrestation, des victimes présumées de l'agent de mannequin continueraient à se signaler. Mais ces faits seraient prescrits. Innocence en danger a été contacté il y a très peu de temps encore par des gens qui ont demandé anonymement « Est-ce qu'on peut encore parler ?» Et on leur répond « Oui, mais elle ne rappelle pas. » Lorsque le procès de Jean-Luc Brunel va démarrer, de la manière dont cela va se mener, va dépendre le fait que d'autres victimes parleraient ou pas. Nous n'avons aucune information sur la date d'un éventuel procès. Donc parfois, j'en viens même à me demander si ce procès aura vraiment lieu. J'essaie de rester positive, de garder l'espoir qu'il affrontera le juge et que justice sera faite. Mais parfois l'idée me traverse l'esprit qu'il puisse s'en sortir, voire mourir en prison avant son procès, car il est âgé. Alors que Jean-Luc Brunel est dans l'attente de son procès, un événement inattendu va changer la donne. Le 19 février 2022, l'ex-agent de mannequin est retrouvé mort en prison. Il avait 75 ans. Apparemment, il se serait donné la mort dans sa cellule, à peu près aux alentours de 1h, 1h39 du matin, d'après certaines sources. On apprend qu'on le retrouve un petit peu, tout simplement étranglé dans des draps, et il se serait donné la mort par pendaison. Il voulait ce procès, il voulait se défendre, il voulait laver son honneur. Et il a été poussé dans une situation qui a été d'une telle détresse psychologique qu'il a considéré à un moment donné que la partie était biaisée, que au fond, quoi qu'il fasse, quelle que soit l'énergie qu'il déploierait, la sentence médiatique était déjà tombée et qu'au fond, il ne pourrait jamais se défendre équitablement. Quand j'ai appris que Jean-Luc Brunel est décédé, j'étais très contente d'un côté, mais déçue d'un autre côté. Déçue parce que je voulais vraiment qu'il soit jugé, mais contente parce qu'il ne peut jamais plus faire mal à personne aujourd'hui. Pour les victimes, l'action publique s'éteint, ce qui a été d'ailleurs extrêmement frustrant puisqu'elles attendaient quand même de pouvoir avoir cette rencontre peut-être un jour dans l'enceinte d'un tribunal. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi le sentiment qu'il est parti avec un certain nombre de secrets, qu'on n'aura pas une vérité précise dans ce dossier. Comment l'affaire peut-elle encore rebondir après la mort de Jean-Luc Brunel et de Jeffrey Epstein? Aux États-Unis, toute l'Amérique a désormais les yeux rivés sur une femme, Ghislaine Maxwell. À ce moment-là, on lui reproche d'avoir été une agresseuse, et puis on lui reproche surtout d'avoir été un leurre, une rabatteuse, une madame, celle qui allait chercher les filles, qui les rassurait en étant une femme elle-même. Donc il est vrai que là, le monde entier est en suspens. Est-ce que Ghislaine Maxwell va livrer ou non ses noms de personnalités, sachant qu'aujourd'hui, elle n'a plus rien à perdre? Aux États-Unis, en juillet 2020, quelques mois avant l'arrestation de Jean-Luc Brunel, Ghislaine Maxwell est activement recherchée. Le FBI finit par retrouver sa trace à quelques encablures de New York. Ghislaine Maxwell est retrouvée dans une petite ville de Bradford, dans le New Hampshire, où elle continuait à vivre sa vie fastueuse dans une très belle demeure
où elle continuait à vivre sa vie tranquillement et paisiblement dans le faste et les mondanités. Elle va demander, par l'intermédiaire de ses avocats, à plusieurs reprises une liberté sous caution. La liberté sous caution est refusée par le juge puisque Ghislaine Maxwell a la triple nationalité et les risques de fuite sont trop évidents. Elle risque une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 60 années d'emprisonnement ferme, notamment pour le délit de trafic sexuel sur mineurs qui est puni de 40 ans de prison. Le 29 novembre 2021 s'ouvre à New York le procès de la mondaine britannique, alors âgée de 60 ans. L'événement est couvert par les médias du monde entier. Il y a effectivement un vrai retentissement médiatique puisqu'on veut savoir ce qui s'est passé. On sait que Ghislaine Maxwell fréquente des hommes d'affaires, des politiques. On veut savoir qui a fréquenté ces soirées. On sait déjà que le prince Andrew est mis en cause. On a hâte de savoir également si d'autres personnalités politiques telles que Bill Clinton ou Donald Trump seront également mises en cause. Elle est accusée de 6 charges, dont pédocriminalité, corruption de mineurs, etc. Et on la voit apparaître à son procès extrêmement diminuée par rapport à la Ghislaine Maxwell des années de la fête et de la socialite new-yorkaise qu'elle était. Alors, un témoignage retentissant dans cette affaire, puisqu'on saura que Ghislaine Maxwell avait remis un livret d'instructions pour que le majordome équatorien de Jeffrey Epstein ne dise rien et qu'il n'entende rien. Donc le rôle du majordome, qui a indiqué avoir effectivement vu plusieurs jeunes femmes, pour lui mineures, circuler dans son manoir, était de remettre en place certains objets à caractère sexuel une fois les ébats effectués. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien que Ghislaine Maxwell a plaidé non coupable, qu'elle a nié en bloc, qu'elle est restée silencieuse, qu'elle a essayé de protéger un maximum ceux qui auraient pu bénéficier de cet empire pédocriminel et qu'elle ne veut pas payer pour les autres également. On pensait qu'on allait avoir une kyrielle de noms, la liste des clients de Jeffrey Epstein, enfin c'est juteux, c'est ce qu'on veut savoir. On pensait en tout cas que la justice et le procès de Ghislaine Maxwell allaient amener ces réponses-là. Et je pense que ça a vraiment, en tout cas, déçu beaucoup de gens. Aujourd'hui, très peu de gens sont sous le radar de la justice, à part le prince Andrew, puisque là, lui aussi est victime de nombreux témoignages. Pour ce qui est des autres noms que nous avons cités, ils sont jusqu'à présent loin des radars de la justice. Et donc, ce qui pourrait changer la donne, ce serait le témoignage de Ghislaine Maxwell sur ce qui s'est réellement passé avec ces gens-là. Le 30 décembre 2021, le tribunal fédéral de New York rend son verdict. Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable de 5 chefs d'accusation sur 6, et notamment ce que le procureur qualifiera du plus grave crime, c'est-à-dire le trafic sexuel sur mineurs. Ghislaine Maxwell encourt une peine de 65 ans, donc de facto une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Maintenant, cette peine n'aura peut-être pas lieu. Pourquoi ? Parce que c'est ensuite un magistrat qui prend le relais et qui va prononcer cette peine. Et il est peut-être envisageable que Ghislaine Maxwell coopère avec la justice américaine pour donner des noms afin que sa peine soit réduite. Ses avocats pourraient fort bien vouloir négocier. Et donc lui trouver des conditions de détention un petit peu plus confortables, en échange peut-être de certaines révélations. Donc tant qu'elle sait tout. Elle sait tout parce qu'elle était au centre de ce cercle de trafic sexuel. Donc elle sait qui est venu, elle sait qui fréquentait la villa, elle sait qui était à bord de l'avion quand elle était avec Jeffrey Epstein. Alors quelle personnalité pourrait bien encore tomber? Au Royaume-Uni, la tête du prince Andrew est mise à prix. La justice américaine examine les poursuites civiles intentées par Virginia Roberts, qui l'accuse de viol. Mais la couronne britannique va empêcher la tenue d'un procès.
Nouveau coup de théâtre, nouveau rebondissement en février 2022. Et bien alors que le monde entier attend le procès qui devrait s'ouvrir dans le courant de l'année, on apprend par un communiqué commun rédigé à la fois par les équipes du prince Andrew et par Virginia Roberts qu'il y a un accord qui a été trouvé et que, moyennant le versement d'une somme dite substantielle, à un organisme qui est présidé par Virginia Roberts et dont le but est de venir en aide aux personnes victimes d'agressions sexuelles, aux personnes mineures. Donc, on ne connaît pas, le palais se refuse à commenter le montant exact de ce versement. D'après la presse tabloïde toujours parfaitement informée, on parle approximativement d'une quinzaine de millions d'euros. Si l'accord est officiellement dealé par le prince Andrew, il est sûr et certain que c'est Elisabeth II qui met la main au portefeuille pour payer ce montant quand même très important. Andrew étant un flambard, il ne dispose jamais de fonds personnels. Ce n'est pas cet accord financier qui va laver l'image du prince et jamais peut-être la couronne britannique n'a tremblé à ce point parce qu'ici elle est profondément entachée. En prenant la parole, les victimes ont contraint des hommes parmi les plus puissants de la planète à rendre des comptes. Cette affaire montre le silence d'une caste où le pouvoir et le vice ne font qu'un. Là, il y a un vrai problème de démocratie, à savoir quel est le poids de ce criminel dans les affaires, dans les élections, dans la conduite des opérations à Wall Street, mais aussi à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, la mort de Jeffrey Epstein et de Jean-Luc Brunel a ôté tout espoir aux victimes de voir leur bourreau présumé enfin jugé. Une épreuve supplémentaire pour Ticia, qui n'oubliera jamais ce qu'elle a subi. Par ses agissements, Brunel a détruit mon rêve, mon innocence. Il les a pris à tout jamais. Et c'est quelque chose que je regrette. L'affaire Epstein mêle sexe, pouvoir, argent. Mais également, je pense que c'est l'arrivée d'une nouvelle ère où on voit que les puissants, finalement, subissent le même régime qu'un citoyen lambda. Donc on peut dire que finalement, cette saga de la grandeur et décadence met en lumière la chute des puissants. En l'absence de procès, Jean-Luc Brunel et Jeffrey Epstein restent présumés innocents.